Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à notre webinaire. On va faire un petit test technique. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire sur le chat s'ils nous entendent bien, si on entend bien, afin qu'on soit sûr que tout le monde nous entende? Vous, Didier, vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Oui, parfait, parfait. Oui, parfaitement, merci. OK. Bon, du coup, on démarre. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire. Je m'appelle Didier Dubois, je suis gérant de la société 2D Coprev et je suis accompagné par Didier Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, effectivement, moi, je suis Didier Philippe, donc gérant de la société ADN Conseil. Donc, Didier, lui, va principalement animer le webinaire. En ce qui me concerne, je vais plutôt m'occuper du chat et puis j'interviendrai en fin de webinaire pour les questions-réponses. Voilà, bah, Didier, je vous repasse la main. Ok, merci Didier. Donc, nous sommes tous les deux conseils pour la mise en conformité au RGPD et nous sommes également préventeurs en santé et sécurité au travail. Notre webinaire d'aujourd'hui est consacré au RGPD et plus particulièrement aux actions à mener pour se mettre en conformité. Donc volontairement, pour une question de timing, on ne va pas détailler toutes les parties du règlement parce que ça serait vraiment trop long. Et on a préféré cibler celles qui nous semblent les plus importantes à porter à votre connaissance. Donc notre présentation sera d'une trentaine de minutes et elle sera suivie d'une partie de questions-réponses. Donc vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions via le chat et pendant tout le long de la présentation, on se fera un plaisir d'y répondre à la suite. Donc, comme à chaque webinaire, mais je pense que pas mal de personnes ont l'habitude, on ne peut pas répondre à toutes vos interrogations. Hein. Mais pour ceux et celles qui le souhaitent, nous pourrons vous apporter des réponses personnalisées sur des points bien particuliers, peut-être en lien avec votre organisme. Donc, notre webinaire sera disponible en replay et notre présentation en téléchargement. Voilà, donc on démarre. Donc le C'est sommaire, on parti. va refaire une petite présentation de notre structure, une définition du RGPD et de ses objectifs. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Qu'est-ce qu'un traitement de données à caractère personnel? Les actions à mener pour être en conformité, donc ça c'est le plus gros pavé. Les sanctions possibles, nos propositions pour vous accompagner pour les organismes qui souhaitent être accompagnés, et puis un petit slide en dernier sur nos contacts. Donc je reviens à une deuxième présentation. Donc qui sommes-nous? Donc nous sommes deux cabinets conseils donc spécialisés en mise en conformité RGPD et en prévention des risques professionnels. Donc ADN Conseil, fondé par Didier Philippe, a été fondé en 2004 et 2D Coprev, fondé par moi-même en 2018. Aujourd'hui, nous avons fait plus de 380 prestations liées au RGPD depuis mai 2018. Et sur la prestation en prévention des risques professionnels, on a passé les 16 000 prestations et dans tous les secteurs d'activité. Et là, par contre, c'est depuis 2004. Et sur ces prestations de risque professionnel, on a eu à gérer des données personnelles. C'est un peu ce qui a fait qu'on a migré également sur le RGPD, puisqu'on avait l'habitude déjà de gérer des données personnelles. Aujourd'hui, notre réseau couvre 100% du territoire national et on est 35 cabinets conseils et qui sont tous interconnectés et on est tous en conformité avec la législation RGPD. Donc tout ça pour offrir des services et des compétences à haute valeur ajoutée. Donc on est entouré avec des confrères avocats, juristes, IPRP comme nous deux, comme moi et Didier. Hein. On est spécialisé bien sûr en RGPD et en santé sécurité. Et puis on a également dans notre réseau des magistrats qui sont juges au tribunal des prud'hommes, collège employeur. Et on a des compétences spécifiques aux divers cabinets conseils. Donc ça peut aller du DPO à la formation, aux référents sécurité, etc., etc. La particularité de notre réseau, c'est que nous sommes tous chefs d'entreprise et on a des chefs d'entreprise qui gèrent depuis plus de 25 ans des sociétés de 200 personnes. Donc on a vraiment une expérience et une expertise au service de nos clients. La définition pour le RGPD, donc le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données personnelles. C'est entré en vigueur le 24 mai 2016 avec une mise en application le 25 mai 2018. L'objectif, c'est bien de garantir une meilleure maîtrise des données personnelles et de renforcer le droit des personnes
Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on permette aux personnes dont les données personnelles font l'objet d'un traitement de maîtriser ces dites données. Donc, ça se traduit par des droits d'accès, des droits de rectification, d'effacement et d'opposition. Donc, tout organisme, que ce soit une entreprise, une association, une collectivité publique ou privée, avec ou sans salariés et qui traite des données personnelles pour son compte ou non, est concerné par le règlement. Il concerne également, du coup, les sous-traitants. Donc, si vous traitez ou collectez des données pour le compte de vos clients, vous avez des obligations spécifiques pour garantir la protection des données qui vous sont confiées. Alors, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? En fait, une donnée personnelle, c'est toute information qui va pouvoir identifier directement ou indirectement une personne physique. Par exemple, on va retrouver le nom de la personne, une photo d'identité, une empreinte digitale, une donnée biométrique, un numéro de téléphone, l'ADN, le numéro de sécu, une adresse IP, une adresse de résidence, une plaque d'immatriculation. Tous ces paramètres sont des données personnelles. Donc, et c'est également un ensemble d'informations qui permettent d'identifier ou de discriminer une personne au sein d'une population, telles que les données physiques, physiologiques, les données génétiques, les données psychiques, économiques, culturelles, sociales, la voix, une photo, le lieu de résidence, la profession, le sexe, l'âge, etc. Au final, ça fait quand même pas mal de paramètres et de données personnelles qui sont potentiellement concernés. Alors, qu'est-ce qu'un traitement de données à caractère personnel? C'est toute opération ou ensemble d'opérations qui va porter sur ces données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. Ça peut être un procédé de collecte, d'enregistrement, d'organisation, de modification, etc., etc. Le traitement n'est pas nécessairement informatisé. Les fichiers papier sont également concernés et doivent être protégés dans les mêmes conditions. Alors, j'ai mis en rouge, on pense trop souvent à tort que RGPD égale informatique, et effectivement, c'est le cas. Beaucoup de sociétés pensent que le RGPD, c'est lié qu'à l'informatique. C'est pas du tout ça. Donc, j'ai donné quelques exemples en dessous. Enfin, on a donné quelques exemples. Donc, entre autres, la gestion des sous-traitants, la gestion des ressources humaines, et par exemple, la gestion des payes. Les actions à mener pour être en conformité. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et dans le groupe AV. En fait, le premier point, c'est les registres des activités de traitement, donc c'est obligatoire. Et ça, c'est vraiment le socle de départ, c'est vraiment la base. Donc, en application des préconisations juridiques et techniques de la CNIL, en fait, il s'agit de réaliser les registres des activités de traitement de l'entreprise et les mettre en œuvre. Différents registres de traitement doivent être réalisés et ça peut concerner aussi bien les clients, les sous-traitants, les salariés, les sites internet, la géolocalisation, la vidéosurveillance, les badges. On va y revenir dans le déroulé à la suite. À titre d'information, il faut savoir quand même qu'un seul registre, en règle générale, représente une cinquantaine de pages. C'est donc pas quelque chose de très simple, facile et rapide à réaliser. Donc, pour rester dans le registre de traitement, en fait, ces derniers permettent d'identifier les acteurs, le responsable de traitement, l'entreprise ou les sous-traitants, la catégorie ou les catégories de données utilisées. Exemple, on va retrouver pour la paye le nom, prénom, date de naissance. Le descriptif du risque qui peut arriver, donc ça peut être un vol, ça peut être un piratage, ça peut être une perte de données. L'objectif qui est poursuivi ou la finalité, donc ça peut être la gestion du personnel, des obligations légales, des paiements de salaire. Le flux des données, sur quel support, donc le PC, les disques durs externes, sur un cloud, sur un support papier. Qui va avoir accès à ces données? Donc le destinataire, le service chargé du recrutement, le service informatique, la direction, les prestataires, des partenaires, des hébergeurs. On va retrouver tous les acteurs en fait d'une structure. La durée de conservation de ces données, donc durée durant laquelle en fait les données sont utiles d'un point de vue opérationnel, mais également la durée de conservation en archive. Les données nécessitant la mise en place d'une analyse d'impact, AIPD, donc on y reviendra un tout petit peu plus tard. Les mesures de sécurité et de prévention qu'on va mettre en œuvre pour protéger ces dites données. Donc on vous a mis un exemple que je vais ouvrir en partage d'écran. Alors, je vous demande juste 2 petites secondes le temps que ça fonctionne. OK. Donc voilà, donc là, en règle générale, en fait, sur des registres de traitement, on en trouve entre 4, on va dire de 4 à 8 un registre. Alors, registre de traitement ou fiche de registre de traitement, selon le nom qu'on leur donne, de données et selon les activités des sociétés. Donc, il faut compter entre 4 à 8 registres. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près une cinquantaine de pages.
Donc nous, dans notre mode opératoire, on commence toujours par la préparation du projet. Et en fait, on commence par un questionnaire sur les sous-traitants de l'organisme, sur la liste des salariés et dirigeants, et une liste de questions ciblées qui nous permettent de mieux préparer nos audits. Donc je fais un petit peu défiler justement ce que vous pouvez voir. Donc là, c'est les fameuses listes. Et en dessous, on va avoir des questionnaires. Un questionnaire sur la façon de travailler. À la suite, en fait, de ces questionnaires, on va rentrer directement dans ce qu'on appelle l'audit. Donc, et là, on va rentrer dans le vif du traitement avec l'organisme client. Et donc là, je vais faire défiler assez vite parce que l'objectif, c'est pas de rentrer vraiment dans le détail, mais c'est là qu'on va rentrer vraiment dans tous la façon de travailler. On va rentrer aussi sur les actions de sécurité à mettre en place. Est-ce qu'elles sont en place, est-ce qu'elles ne sont pas en place, et toutes les préconisations qu'on va pouvoir faire pour justement mettre en conformité le traitement. Donc ça, on a une 50aine de pages, hein. Donc ça va c'est quand même assez conséquent. Et on finit ce traitement en fait par toute une partie documentaire. Donc là, je fais défiler, hein, toute une partie documentaire pour aider l'organisme à se mettre en conformité. Donc voilà, on voulait juste vous montrer ça pour vous montrer quand même notre façon de travailler. Voilà, le but c'est pas de rentrer dans le détail puisque c'est pas le sujet du jour, mais ça permet de voir la masse de travail que ça engendre pour un traitement. Oui, Didier, justement, c'est ce que je voulais repréciser. Ça, on parle bien d'un seul traitement, hein. Et comme en moyenne, il y a entre 4 et 8 traitements, effectivement, là, on a vu un exemplaire de ce que représente un seul traitement. Donc, on a à peu près 4, 5, 6 fois ça en fonction de chaque RGPD. Hop, alors j'espère que je reviens sur la bonne page. Donc, je reviens sur la présentation générale des actions à mener. Donc voilà, on a vu la partie registre de traitement qui est vraiment la partie la plus importante, hein, au départ, celle qui demande le plus de travail. Ensuite, le point 2, c'est la documentation. Donc, c'est une partie qui est obligatoire aussi. Donc, en fait, cette documentation est obligatoire pour justifier la mise en conformité au règlement. Donc, il faut la constituer et regrouper en fait tous les documents nécessaires. Donc, c'est-à-dire, on va retrouver tous les registres de traitement, les documents et dossiers, exemple les procédures internes, les contrats de sous-traitants, les avenants de contrat des salariés, les avenants de contrat sur des sociétés tiers. Donc voilà, ces actions et documents doivent être mis à jour régulièrement pour assurer une protection des données en continu. C'est ce que demande la CNIL. En point 3, on va avoir le registre sous-traitant qui est également obligatoire. Donc, en tant que sous-traitant, vous devez tenir un registre de traitement des activités que vous effectuez pour le compte de vos clients. Et ce registre doit contenir, entre autres, le nom et les coordonnées de chaque client pour le compte duquel vous traitez des données personnelles, mais également le nom et les coordonnées des sous-traitants auxquels vous faites appel vous-même dans le cadre de la même activité, le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données, un DPO quand il y en a un, les catégories de traitement effectuées pour le compte de chaque client, et également une description générale des mesures de sécurité que vous avez mises en place. Donc, quand on a fait ces 3 premières étapes déjà, donc on a ensuite des prestations complémentaires obligatoires ou optionnelles sous conditions qui sont à faire. Mais après déjà avoir réalisé ces 3 premières étapes, en fait, on est en mesure de déterminer les actions complémentaires qu'on devra réaliser. Donc, il faut commencer par ces 3 étapes pour pouvoir bien voir la suite à donner après à son RGPD. Et c'est à partir de ces 3 étapes qu'on va définir les actions qu'on va pouvoir faire mener à notre informaticien. Donc, pour renforcer la sécurité informatique. Donc, je continue sur la présentation. Donc, on en arrive au point 4 après les trois premières étapes. Donc, le point 4, c'est la création et la mise en place d'une charte informatique. Alors, ça, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Par contre, ça permet de définir les règles de sécurité, d'utilisation et de protection informatique de l'entreprise. Donc, elle n'est pas nécessairement liée à un site Internet. Par contre, nous, on conseille de l'annexer au règlement intérieur afin de lui donner un pouvoir contraignant. C'est-à-dire que nos salariés ne puissent pas faire tout et n'importe quoi sur le réseau informatique. En point 5, les avenants contrat de travail, donc ça c'est obligatoire. Donc le RGPD renforce les droits et les obligations des salariés. Donc il est par conséquent impératif de mettre à jour leur contrat de travail sur 2 points. La définition de leurs nouveaux droits, entre autres le droit d'accès, de rectification, etc., mais également les obligations de confidentialité des données collectées ou traitées.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause le contrat de travail, pas du tout, hein, c'est juste un avenant au contrat qu'il faut rajouter. En point 6, la politique de confidentialité pour site Internet, avec la mention légale des conditions générales d'utilisation. Ça, c'est obligatoire. Donc, et le RGPD nous impose une mise à jour des sites Internet. À ce titre, la mention légale des conditions générales d'utilisation doit désormais intégrer une clause RGPD qui doit préciser notamment le renvoi à une politique de confidentialité. En général, c'est un lien hypertexte. Hein, le droit d'accès de rectification, d'effacement et de portabilité de vos données, ou limitation du traitement de ces dernières, et l'identité et coordonnées du responsable de traitement. Sur le point 7, les conditions générales de vente, donc ça c'est également obligatoire. Donc les CGV doivent disposer de différentes clauses spécifiques qui doivent comprendre l'identité de la société et du responsable de traitement, l'éventuelle transmission des données à un sous-traitant ou à un tiers, la mention du droit d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement des données, et puis ensuite, tout ce qui est possibilité de s'opposer au traitement, de retirer son consentement et également d'effectuer une réclamation auprès de l'autorité de contrôle. En point 8, on va retrouver les clauses contractuelles de sous-traitance qui sont également obligatoires. Donc, le RGPD impose aux entreprises, dans son article 28-1, de faire uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Donc, par conséquent, chaque entreprise doit veiller à mettre à jour les contrats passés avec ses sous-traitants pour se mettre en conformité. Donc, c'est-à-dire que légalement, on n'aurait plus le droit de travailler avec des sociétés qui gèrent des données personnelles de nos clients, par exemple, mais qui ne sont pas conformes au règlement. Donc, l'avenant de contrat comprend entre autres l'objet du contrat, la description du traitement faisant l'objet de la sous-traitance, la durée du contrat, les obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement et également les obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant. En point numéro 9, on va retrouver la clause d'information en cas d'utilisation de badge. Donc ça, c'est obligatoire. Donc l'utilisation de badge pour réglementer l'accès aux locaux constitue un registre de traitement. Donc on a plusieurs données qui peuvent être effectivement collectées. Hein. Donc le nom, le prénom, numéro de matricule, le numéro de badge, date d'entrée et de sortie. Donc ça, c'est un registre de traitement. Et on va retrouver exactement la même chose pour le point 10 et 11, qui sont la géolocalisation des véhicules des salariés et également la vidéosurveillance sur les lieux de travail. Donc ces deux clauses sont obligatoires également, donc point 10 et point 11, au même titre que le badge du point 9, puisqu'en fait, ça correspond et ça constitue un registre de traitement à part entière. Et en fait, on peut collecter plusieurs données. Donc, on va retrouver les mêmes données. Ça peut être des images, ça peut être des noms, des choses comme ça. En point 12, l'engagement de confidentialité pour les personnes ayant vocation à manipuler des données à caractère personnel. Donc, ça, c'est obligatoire également. Et le responsable de traitement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser la collecte et le traitement des données personnelles. Donc, il doit sensibiliser les personnes de son équipe amenées à collecter ou traiter des données. Le point 13, la clause en cas de maintenance par un tiers, exemple un partenaire informatique externe. Donc ça, c'est obligatoire. Donc pour maîtriser l'accès aux données personnelles, les opérations de maintenance réalisées par des tiers doivent faire l'objet d'une clause de maintenance couplée à la clause de confidentialité pour la sous-traitance. En point 14, obligatoire également le bandeau d'informations préalable sur site Internet. Donc, tout internaute maintenant qui se rend sur un site Internet doit être informé des finalités précises des cookies utilisés et des possibilités de s'opposer à ces cookies et de changer les paramètres en cliquant sur le lien présent dans le bandeau. Donc, on a rajouté un exemple en dessous que vous pourrez lire lorsque vous téléchargerez la présentation ou si vous la regardez après en replay. En point 15, information du candidat à l'embauche, c'est un point obligatoire aussi. Donc, pour être en conformité, le recrutement d'un salarié doit faire l'objet d'une note informative. Et cette note doit comprendre l'identité de la société et du responsable de traitement, la finalité, la base juridique et le processus du traitement de données personnelles, l'éventuelle transmission des données à un sous-traitant tiers, par exemple un cabinet comptable, la durée de conservation des données et la mention du droit d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement des données. Donc ça, c'est obligatoire. Le point 16,
La note informative sur la mise en place du RGPD est également une obligation, donc il y a beaucoup d'obligations. Donc cette note informative concerne la mise en place du RGPD et ça doit être à disposition des salariés, des clients, des fournisseurs, des prestataires et sous-traitants. Et elle peut être intégrée au site web. Le point 17, l'attestation justificative de mise en conformité RGPD. Donc ça, c'est obligatoire également. Donc depuis le 25 mai 2018 et l'entrée en vigueur du règlement, toute société ou organisme doit attester auprès de ses clients avoir réalisé cette démarche. Le point 18, le délégué à la protection des données personnelles. Donc lui est optionnel. Donc dans certains cas, on sera obligé et on sera conduit à désigner un délégué à la protection des données. Mais cette désignation est obligatoire pour certaines entreprises opérant des traitements à grande échelle, présentant des risques particuliers. Dans les autres cas, la désignation du DPO est recommandée, notamment si votre activité vous impose de mener une analyse approfondie du RGPD. En point 19, l'AIPD, donc c'est ce qu'on appelle l'analyse d'impact relative à la protection des données. Alors ça, c'est optionnel. Ça doit par contre être obligatoirement être mené quand le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour le droit et liberté des personnes concernées. Alors ça, c'est un point sur lequel on va pas détailler aujourd'hui parce que ça concerne une minorité d'entreprises. C'est là qu'on va pouvoir retrouver des données sensibles, des données médicales, des choses comme ça. Donc, mais pour les personnes qui suivent le webinaire et qui veulent avoir des infos spécifiques sur ce point-là, on pourra le faire de façon personnalisée, si vous le souhaitez. Dans tous les cas, vous pourrez sur la présentation, vous pourrez voir tout ce qu'on a écrit en dessous. On va pas rentrer dans le détail. Voilà, donc on a fait les 19 points de la mise en conformité. On en vient maintenant à ce qui fait toujours plaisir, c'est le risque de sanction. Donc, les responsables de traitement et les sous-traitants peuvent faire l'objet de sanctions administratives, qui sont d'ailleurs importantes en cas de méconnaissance des dispositions. Et les autorités de contrôle, donc la CNIL, entre autres pour la France, peuvent notamment soit prononcer un rappel à l'ordre, soit enjoindre de mettre le traitement en conformité, y compris sous astreinte, soit limiter temporairement ou définitivement un traitement, soit suspendre les flux des données, soit ordonner de satisfaire aux demandes d'exercice de droits des personnes, y compris sous astreinte, ou prononcer une amende administrative. Donc deux sortes de sanctions sont prévues, il y a les administratives et les pénales. Les administratives, ça peut élever au maximum, selon la catégorie de l'infraction, de 10 ou 20 millions d'euros, ou dans le cas d'une entreprise, de 2 jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, sachant que le montant le plus haut étant retenu, ça c'est pour le maximum de la sanction. Les sanctions aujourd'hui que l'on a vues sont très très hautes, mais n'ont pas été jusqu'à ce point-là, il me semble. Et ensuite, vous avez les sanctions pénales, donc qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Donc, il ne faut quand même pas les négliger, tous ces risques de sanctions, qu'elles soient pénales ou administratives, parce que voilà, ça existe. Aujourd'hui, ça existe. Donc, nos propositions d'accompagnement pour accompagner les organismes qui souhaitent être accompagnés sur le sujet du RGPD. Donc, nous, on a un mode, une façon de travailler qui est ce que j'aime bien appeler une solution à tiroir et qui s'inscrit dans la durée. Donc, concernant le RGPD, on vous propose en fait de faire l'audit de mise en conformité et de réaliser les registres de traitement. On peut aller faire la charte informatique, vous faire vos avenants au contrat de travail, mettre en place votre politique de confidentialité, les conditions générales de vente, enfin tout ce qu'on va retrouver, les clauses contractuelles de sous-traitance, tout ce qu'on a vu avant, et également faire les mises à jour. Et en option, on peut mettre à disposition des DPO, former vos DPO à l'aide de notre organisme de formation DataDocké. Donc, j'ai pratiquement fini la présentation. Juste pour résumer ce que je vous ai dit depuis le début. Donc, en gros, pour la mise en conformité, le gros du pavé, c'est vraiment la réalisation des registres de traitement. Et ensuite, on va trouver en satellite tout ce qui va être avenant au contrat de travail, la charte informatique, politique de confidentialité et conditions générales d'utilisation, les conditions générales de vente, les clauses contractuelles de sous-traitance, les clauses d'information pour l'utilisation de badges, pour l'information, géolocalisation de véhicules et également pour la vidéosurveillance. Donc la présentation est terminée. Didier, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions-réponses. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Je n'ai pas du tout regardé, moi. Il y en a quelques-unes.
Donc, je vous laisse la main pour répondre. Attendez, je finis de... Oui, donc juste pour revenir sur la dernière slide là, que vous venez de présenter, donc c'était des questions qui m'avaient été posées par mail avant le webinaire, où souvent la question qui revient, c'est est-ce que mon informaticien peut me mettre en conformité, ou alors on entend le RGPD, je suis en conformité, c'est mon informaticien qui m'a mis en conformité. Donc effectivement, l'informaticien va jouer un rôle très important, puisque c'est lui qui va devoir après sécuriser tout ce qui est lié au flux de données, tout ce qui est lié au niveau de tout ce qui est sécurité au niveau des PC, au niveau des clouds, au niveau des serveurs externes, etc. Mais quand on voit cette slide, elle résume bien un petit peu les obligations telles qu'en parle la CNIL. Donc on revoit la réalisation des registres de traitement. On se doute bien que, par exemple, les avenants au contrat de travail, ce n'est pas du travail, ce n'est pas de la compétence de l'informaticien. Idem pour réaliser une charte informatique qui ensuite peut être annexée au règlement intérieur, et ainsi de suite. Hein, les CGU, les CGV, l'utilisation des badges, tout ça, ce sont des choses qui doivent être faites par rapport aux exigences de la CNIL. Donc, effectivement, l'informaticien a un rôle important sur ce point de vue-là. En revanche, il interviendra en aval après que la mise en conformité telle que Didier Dubois l'a présentée est intervenue. Alors après, on a pas mal de questions. C'est ce que je vois. Oui, mais là, ça se précipite. Bon, je vais reprendre ce que j'avais noté. Juste pour évacuer une question qui n'est pas forcément la plus sympathique, mais on va rien éluder. Alors, j'avais deux questions, deux remarques de S. Sclaffer, donc je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, qui nous demandait si c'était la promotion d'un réseau d'agences ou si c'était une présentation RGPD. Évidemment que nous sommes spécialisés dans le RGPD. Ce qu'on a voulu faire, c'était faire une information complète, parce qu'on a beaucoup de questions tout au long de l'année pour savoir ce que c'est que le RGPD, dire que les gens vont se connecter à la CNIL, qui comprennent pas grand-chose, etc. Donc effectivement, c'est une présentation. Les entreprises qui auront effectivement qui souhaiteront vouloir être accompagnées, bien sûr qu'on peut le faire, mais je pense pas qu'on peut dire qu'on a orienté notre webinaire dans le sens d'une promotion qui était uniquement destinée à promouvoir nos propres cabinets. On a expliqué qui on était, et c'est normal pour rassurer aussi les personnes qui nous solliciteraient, quelle que soit leur région, pour les rassurer sur le fait effectivement qu'on peut intervenir un petit peu partout en France. S. Sclaffer, donc toujours, je ne sais toujours pas si c'est monsieur ou madame, faisait une remarque également après en disant que Carrefour avait été contrôlé mais n'avait pas été sanctionné. Donc là, c'est pas comme il y a beaucoup de questions, on va pas pouvoir trop rentrer dans le détail. Alors effectivement, comme Didier vous le disiez tout à l'heure, les sanctions que vous avez montrées sont des actions maximum. Hein, c'est toujours comme ça dans les textes de loi. Hein, c'est toujours des maximums qui sont annoncés, c'est jamais. Et donc effectivement, Carrefour a peut-être, je ne connais pas le cas de Carrefour, mais peut-être que Carrefour a pu justifier les raisons pour lesquelles il avait été incriminé peut-être par la CNIL. En l'occurrence, des exemples, pour ceux qui sont intéressés, on en a quelques-uns. Et la question ensuite était posée par rapport aux sanctions aussi, savoir si elles étaient plus favorables pour les TPE ou... Alors la CNIL a une philosophie, elle l'explique un petit peu comme ça. Elle dit que elle parle pas en ces termes-là. Elle va dire en fait que toutes les entreprises, tous les organismes doivent se mettre en conformité au niveau du RGPD. Mais on peut pas dire à un moment donné, à un instant T, que de toute façon, on va être à 100% en conformité. Donc, ce qu'il faut, c'est le faire à son rythme, commencer, et puis avoir une continuité dans la pratique d'amélioration des préventions qui vont être mises en place. Voilà, c'est comme ça qu'on peut
qu'on peut le justifier. Concernant les sanctions, effectivement, on a plus d'exemples de sanctions de structures un peu plus importantes, mais il n'empêche que la conformité, elle touche tout le monde, même pour les petites structures qui n'ont pas le moindre salarié. D'accord. Je vais juste répondre à une question, Didier, que je vois, une question de Cathy au tout début. Peut-on gérer le RGPD sans un extérieur? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, qu'on peut le gérer. On peut très bien le faire en interne. Hein. C'est après voilà, il y a des sociétés qui souhaitent être accompagnées pour une question de temps ou qui préfèrent être sûres, mais on peut très bien le faire au sein de sa structure. Il y a aucun souci. C'est pas une obligation. Moi, j'avais noté la question, donc vous venez d'y répondre. Une autre question juste en dessous, où peut-on trouver la durée de conservation des données? Mais ça va dépendre des données et puis de toute façon, ça va dépendre aussi en règle générale, par exemple, si c'est des données clients, souvent c'est le temps que vous travaillez avec votre client. Oui, la durée de conservation des données, ça va dépendre aussi de certaines règles. Par exemple, pour une entreprise, on sait que beaucoup de documents comme les feuilles de paye doivent être conservées un certain nombre d'années, et le raisonnement est le même pour toute donnée. C'est en fait, il faut se poser la question, c'est cette donnée, est-ce que j'en ai besoin, jusqu'à quand je dois la conserver en cas de contrôle, est-ce que cette donnée-là, je n'en ai plus besoin à partir de tel moment, si ce sont par exemple des fichiers de prospects et que vous savez que ces prospects-là, vous avez forcément collecté des données et puis que ces prospects-là, vous ne ferez jamais affaire avec eux, effectivement, à un moment donné, vous pouvez vous poser la question de quel est l'intérêt de les conserver. Donc, voilà, en fait, il faut se poser la question pour chacune des données qui sont collectées. Alors, je vois Virginie qui dit donner un exemple de traitement SVP, c'est quoi plusieurs traitements? Pour répondre à un exemple de traitement, c'est par exemple la gestion des clients. Donc, c'est un traitement de données personnelles. Toute la gestion de la paye de vos salariés, par exemple, que vous pouvez même confier à un cabinet comptable externalisé. Donc là, vous allez avoir la gestion du traitement de paye et également la sous-traitance qui va avec. Mais il y a également la gestion des sous-traitants. Alors, je sais pas, j'ai pas tout entendu. Par contre, Didier, excusez-moi, parce que j'étais en train de regarder. Non, j'ai vu. C'était une personne, Virginie, qui dit donner un exemple de traitement. Donc, je donnais l'exemple de la gestion de la paye, par exemple. Gestion des salariés, gestion des clients, gestion des sous-traitants. Voilà, gestion des salariés, gestion des clients. Des intérimaires, si la société d'intérim. Ça, après, on le définit en fonction de chaque structure et on organise pour que mais les registres ne sont pas spécifiquement définis de A à Z. C'est une articulation qui se fait avec chaque entreprise en réalité. Tout à fait. Alors, replay sera disponible, oui. Alors, j'avais une question de Alicia M qui demandait, elle disait qu'elle était sous-traitante et qu'elle traitait les payes et qu'elle les transférait par WeTransfer. Est-ce que c'est suffisant? Alors, est-ce que c'est suffisant? WeTransfer est réputé pour être déjà bien sécurisé, mais par exemple, ce qu'on sait, puisque nous on travaille avec un certain nombre d'experts comptables, c'est que ils utilisent de plus en plus des logiciels qui sont cryptés. Alors, est-ce que c'est mieux que WeTransfer ou pas? Ça, je ne le sais pas, mais en tout cas, WeTransfer, est encore largement utilisé. Et il n'y a rien qui a été dit au niveau de la CNIL sur ce logiciel. Donc, voilà. Mais c'est vrai que les experts comptables, par exemple, cryptent de plus en plus leurs données de façon différenciée avec des logiciels qui sont mis à disposition. Tout à fait. Il y a une demande, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer qui délivre l'attestation justificative de mise en conformité?
Donc, c'est l'organisme lui-même, en fait, hein, qui, entre guillemets, qui va s'auto-certifier. C'est-à-dire que si, par exemple, vous imposez à vos sous-traitants de justifier leur mise en conformité, ils devront vous le justifier et également vous remettre une attestation justifiant qu'ils sont bien en conformité. Parce en cas de données personnelles communes entre entre un client et son sous-traitant, imaginons que le sous-traitant ne soit pas du tout en conformité, qu'il fasse une erreur et qu'il soit à l'origine d'une perte ou un vol de données communes. Le sous-traitant sera effectivement contrôlé par la CNIL, mais la CNIL remontera également jusqu'au client qui sera co-responsable. Voilà, d'où l'intérêt d'imposer à ses sous-traitants d'être en conformité RGPD. C'était ça, hein, la question, Didier. Oui, c'était ça, oui. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la CNIL, elle, ne vient pas justifier en fait que l'organisme est conforme. C'est l'organisme de justifier qu'il est conforme. La CNIL, elle pourra venir faire un contrôle au cas où. Je prends une question à la volée. Je vois Hélène qui envoie un lien sur une sanction Carrefour. Donc, 3 millions d'euros, je suis dessus, voilà, 3 millions d'euros et 800 000 euros. On n'avait pas les informations, parce que nous, notre travail au quotidien, c'est pas de recenser toutes les sanctions. C'est pour ça que je m'avançais pas. Oui, il me semblait bien, pour pas contredire Monsieur Sclaffer, que Carrefour avait bien été condamné, comme je crois également la Hallo Chaussures avait été en son temps condamnée, et certaines grandes enseignes ont déjà été condamnées. Alors par contre, effectivement, on a moins d'exemples sur des petites structures. Par contre, il y a des contrôles également sur les petites structures sans forcément qu'elles soient sanctionnées. Ça peut être juste un rappel à l'ordre. Il y en a quelques-unes. Je crois qu'il y en avait une. Mais bon, si on parle de la petite entreprise qui a 2-3 salariés qui se fait contrôler pour la première fois, on peut estimer qu'effectivement, si elle n'a rien fait du tout, elle aura un rappel à l'ordre. Il ne faut pas faire non plus du catastrophisme. En tout cas, maintenant, c'est vrai que les contrôles sont quand même... Nous, on constate qu'il y a quand même de plus en plus de contrôles. En 2018, on n'avait pratiquement aucun exemple sur des petites structures. Là, on commence à voir effectivement que des entreprises sont contrôlées et rappelées à l'ordre, sans qu'il y ait forcément de sanctions prononcées pour le moment. Il y avait une question de Sabrina B. Qui nous demandait si nous faisions des formations sur le RGPD. Donc, formation en tant que telle, non. Par contre, effectivement, on peut accompagner les entreprises qui le souhaitent. Ça permet de gagner du temps, ça évite. Vous pouvez également aller sur la CNIL. La CNIL, elle peut vous permettre de faire votre RGPD, mais il faut lire déjà tout le règlement de ce que dit la CNIL. Elle donne certains outils, mais bon, c'est un peu plus compliqué et beaucoup plus long que ce que nous on peut faire puisqu'on va directement avec notre service juridique, on va directement au fait de l'organisme en question, de ses besoins, de ses obligations, et donc ça fait quand même gagner un certain temps. Voilà, puis en option, on a quand même la formation DPO avec notre organisme de formation qui est Data. J'avais une question aussi, est-ce qu'il faut considérer qu'il faut faire un registre de traitement par client ou par société? Donc on a déjà un peu répondu à cette question. Effectivement, en fait, les registres de traitement, c'est plutôt entre 4, 5, 6 registres par société, en repartant de la base que sont, par exemple, les clients, les sous-traitants, les salariés. Si vous avez une grosse équipe commerciale, ça peut donner effectivement aussi l'objet de faire un registre de traitement. Donc voilà, c'est plutôt c'est du cas par cas par organisme, mais c'est pas défini un registre par société. Non, c'est pas comme ça qu'on aborde le sujet en tout cas. Ensuite, les associations employeuses sont-elles soumises aux mêmes obligations? Ben oui. Oui, c'est tout organisme, que ce soit une entreprise privée ou une association, on est lié à la mise en place du règlement.
Attendez, je regarde si j'ai fait le... Il y avait une question, est-ce que le DPO est obligatoire? Alors, ce que dit la CNIL, selon certains critères, il peut devenir obligatoire, effectivement, s'il s'agit par exemple, une entreprise qui traiterait des données à grande échelle. On peut penser, par exemple, à une société qui fait de la vente en ligne et qui traite beaucoup de données. Donc là, on est dans un cadre où ça devient obligatoire. Sinon, il n'y a pas d'obligation à ce jour. Par contre, la CNIL, bien entendu, dit qu'il est préférable de nommer un DPO, mais ce n'est pas obligatoire, en tout cas. J'ai une autre question aussi de Emeline B qui dit « Pourquoi parlez-vous des registres de traitement au pluriel et pas du registre des activités de traitement de données personnelles ?» C'est un registre qui recense l'ensemble des activités de traitement de la société. Alors oui, effectivement, nous, on l'appelle réalisation des registres de traitement. C'est vrai que la CNIL a tendance à dire qu'il y a deux registres pour eux. Il y a le registre sous-traitant et le registre de traitement des données. Mais ensuite, ils parlent en dessous, en fait, de tous les petits registres. Donc, ils les appellent registres ou fiches de traitement, en fait. Donc voilà, on pourrait dire, je l'avais mis entre parenthèses d'ailleurs dans la présentation, on est bien sur la réalisation des fiches de traitement de données. On peut dire qu'il y a un gros registre et dedans... Oui, c'est comme ça que vous l'aviez présenté en début de webinaire sur une des premières slides. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Après, c'est une question de mots en fait, hein, mais c'est vrai quand vous allez voir le site de la CNIL, il parle bien de deux registres. Mais quand vous rentrez dedans, il reparle bien de sous-registres en fait. Et sur tout ce qui est écrit par la CNIL, il y a également des textes où eux-mêmes reprennent ce terme, où ils parlent de la réalisation des registres de traitement au pluriel. Mais bon, on joue un peu sur les mots, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien dispatcher un petit peu chaque sujet, et c'est pour ça que chaque thématique est intégrée dans un registre. Selon les salariés ne vont représenter qu'un registre de traitement. Voilà. Par exemple. Les personnes. Alors, je regarde si j'ai d'autres. Après, bon, il y en a qui sont un petit peu spécifiques, donc on va peut-être pas répondre parce que c'est lié vraiment à une entreprise particulière. Exigence pour l'enregistrement des appels téléphoniques. Mais effectivement, il y a beaucoup de monde. Donc, on est un petit peu dépassé par toutes les questions. Donc après les enregistrements téléphoniques, je ne sais pas si vous voulez répondre, Didier. Donc au niveau du, du RGPD. La question de Marc J, 15h27. Donc point d'interrogation, exigence pour l'enregistrement des appels téléphoniques. 15h27. Donc à partir du moment où cet enregistrement en logique où vous traitez des données personnelles sur cet enregistrement, où les gens se présentent et vont peut-être vous donner des données personnelles leur appartenant, la logique veut bien sûr qu'il y ait un traitement particulier de ces enregistrements qui partent pas dans la nature. Oui, de toute façon, effectivement, il y a des règles très spécifiques au niveau de l'enregistrement téléphonique. Mais effectivement, normalement, l'organisme qui fait une démarche téléphonique a une obligation d'information des données qui risquent d'être enregistrées. Donc, ça ouvre droit à la personne qui est démarchée un droit d'accès, normalement, et de suppression. Mais oui, effectivement, les règles sont strictes en matière d'enregistrement des données. Quand c'est un appel téléphonique, oui. Il y a une personne qui met « Bonjour, je suis arrivé en cours de la présentation. J'ai peut-être loupé l'info, mais si nous intégrons la charte informatique dans le règlement intérieur, est-ce suffisant ?» Alors, suffisant, ça dépend pourquoi. Si c'est pour donner si on veut lui donner un caractère contraignant au même titre que le règlement intérieur, il faut le passer au formalisme obligatoire, c'est-à-dire envoyer en 2 exemplaires à l'inspection du travail,
envoie en 2 exemplaires au tribunal de prud'homme. C'est ce qui est obligatoire pour un règlement intérieur. Et la charte informatique, si on veut effectivement l'associer au règlement intérieur, il faut lui faire subir le même formalisme. Ça, c'est sûr et certain. En fait, pour les personnes qui mettent en place une charte informatique, pour expliquer par exemple les conditions au personnel d'utilisation, pas d'utilisation, est-ce qu'ils ont le droit de se connecter, à leur messagerie personnelle pendant les heures de travail, etc., etc. Ce sont des éléments qu'on retrouve assez régulièrement dans la charte informatique. Si la charte informatique ne subit pas le formalisme dont on vient de parler, ce sera juste une note informative, mais qui ne sera pas suffisante pour que le dirigeant puisse prendre une sanction si besoin, si un des salariés ne respectait pas le contenu de la charte informatique. Il y a une question sur les données personnelles aussi. Est-ce que ça concerne les personnes morales ou juste les personnes physiques? On est bien sur les personnes physiques. Hein. C'est-à-dire que la donnée, si vous prenez par exemple la donnée de ma société 2Décoprev, ce n'est pas une donnée personnelle. Par contre, Didier Dubois 2Décoprev devient oui, c'est pareil, une adresse email qui s'appelle contact@2décoprev.fr, c'est pas une donnée personnelle. Par contre, si c'est Didier Dubois @2Décoprev, ça devient une donnée personnelle. Voilà. Une donnée personnelle. Et après, je vois pas cette question, mais en revanche, si c'est pas le sens de la question, je vais apporter une précision. Quelqu'un qui effectivement n'a pas de salarié, par exemple, et qui n'est qu'une personne morale, elle, dans son cas, par exemple, si elle traite des données de ses clients ou de ses sous-traitants, elle a une obligation effectivement de mettre en place sa conformité RGPD. Alors, c'est peut-être pas le sens de la question, mais j'en profite. C'est une question qui nous est souvent posée. Est-ce que vu que j'ai pas de salarié, est-ce que je dois quand même me conformer au RGPD? Oui, donc bien entendu, dans tous les cas, c'est pas une question d'être salarié ou pas salarié. Alors, il y a une question intéressante qui dit: on peut passer votre accompagnement comme une formation pour une prise en charge. Alors, j'aurais tendance à dire que comme par exemple la mise en place d'un document unique ou l'accompagnement pour un document unique, j'aurais tendance à dire que non. Après, légalement, Didier, je ne sais pas si vous avez plus d'infos. Non, non, ça. Une question de Virginie. En fait, de façon simple, pour que ce soit pris en charge par les OPCO, il faut que ce soit une formation qui soit suivie en principe par les salariés de l'entreprise et que ce soit une formation valorisante par rapport à leur CV. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va leur apporter logiquement un plus. Et nous avons déjà des clients qui nous ont donné l'information où effectivement, c'était pas pris du tout en charge par les OPCO. Ok, donc après, oui, il est 48, on a dépassé le temps puisqu'on avait dit 45. Moi, j'avais noté tout ce que j'avais pu répondre à une ou deux questions. Noter. Il y avait une personne qui nous disait qu'elle allait devoir, qui n'avait pas pu avoir le début, savoir si le replay pouvait être accessible. Donc là, c'est pas une question RGPD, mais oui, le replay et notre PowerPoint est téléchargeable et le replay sera à disposition sur Webikeo. Est-ce qu'il y a des questions D'accord. Non, bah après, il y a une personne qui rebondissait sur ce que vous aviez dit sur la formation, mais étant Virginie, là non, ce n'est pas exact. Vous pouvez former le dirigeant au RGPD. Oui, ça bien sûr, mais en tant que formation, pas en tant que réalisation, Madame Virginie. Je pense que c'est vraiment dans le sens de la formation. Donc, dans le sens de la formation, bien sûr que ça peut être pris en compte. Par contre, dans le sens de l'accompagnement pour la réalisation, pour moi, ça ne peut pas être pris en compte.
En tout cas, si je prends l'exemple de la prévention des risques, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire prendre en compte une formation à la réalisation de votre document unique. Par contre, si vous avez un prestataire qui vous aide et qui vous accompagne pour la mise en place de votre document Pour unique, compléter, il y a des ça peut pas être formations qui sont dispensées par des organismes formateurs concernant la formation d'un DPO, par exemple. Ça existe et ça peut être pris en charge en totalité ou en partie. Mais là, la question, c'était par rapport à finalement comment faire un RGPD. Et ça, je réitère que nous, on a eu beaucoup de retours. Nous, on n'est pas organisme formateur dans ce sens-là au niveau du RGPD. Donc, c'est pas notre terrain de prédilection. Mais par contre, on a des retours effectivement d'organismes de formation avec qui on travaille et eux, ils nous précisent bien que réaliser un RGPD sous forme de formation, ça n'est pas pris en compte. Par contre, un DPO, oui. Enfin, voilà. C'est qui dit que la grande n'est pas précisément définie. C'est souvent le cas dans certaines informations qui sont données par la CNIL, même en dehors de la grande échelle. C'est qu'on a souvent des tendances, mais sans que ce soit vraiment chiffré. Quand ils parlent de grande échelle, voilà, par exemple, ils vont parler de données à grande échelle, mais il n'y a pas d'informations plus précises. On imagine que 20, c'est pas de la grande échelle. Quand c'est 100 000, oui, ça devient de la grande échelle. C'est une question d'appréciation. Oui, ça peut être ça. Ça peut être aussi également avec. Christine, elle pose une deuxième question. Elle dit est-ce que 1000 clients, par exemple, c'est une grande échelle? Alors, nous, personnellement, comme on l'a fait dans la présentation, on a plus de 16 000 clients dans nos activités. Non, 16 000 clients, c'est pas de la donnée. L'exemple qu'on cite souvent, c'est celui que j'ai donné tout à l'heure, c'est effectivement la personne qui a une boutique en ligne, par exemple, et qui traite beaucoup de données, qui a des milliers de clients. Là, effectivement, on est dans de la grande échelle. Mais 1000 clients au sein d'une entreprise, non, c'est pas considéré comme de la grande échelle. On nous dit à combien de temps estimez-vous pour faire un audit voilà, ce que j'allais dire, ça dépend de la structure. Ça dépend de la structure. Mais en moyenne, une fois que nos clients une fois que tout est mis en place, que tout est validé, le temps de faire l'audit, de faire l'évaluation, de mettre en place les préventions, ça va demander une semaine à peu près, sans y passer tous les jours, bien entendu. Il y a 1 ou 2 gros entretiens de base, 2 ou 3 entretiens. Après, nous, on travaille de notre côté, nos juristes travaillent de notre côté, et ensuite, il y a une première remise du dossier qui est faite pour que nos clients puissent relire et voir si ça correspond à peu près, si tout est clair, et il y a une assistance technique illimitée pendant 3 mois à la suite de l'audit. Voilà. Mais combien de temps exactement? C'est pas 1 jour, 2 jours, ça va très vite, ça se fait en plusieurs fois, et voilà, mais c'est pas une semaine de travail au quotidien. C'est surtout nous qui avons le travail de mise en forme par la suite, en fait. Que penser des logiciels de mise en conformité RGPD? Est-ce suffisant? Alors ça, on a déjà eu plusieurs fois cette question. Les logiciels il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup de logiciels. La CNIL, elle donne tous les moyens de mise en œuvre du RGPD. Ça veut dire que pour la personne qui découvre le RGPD comme aujourd'hui, par exemple, il faut comprendre ce que c'est que le RGPD et en plus, il faut prendre en main le logiciel. Donc, c'est pas pour faire notre promotion, mais nous, on évite cette problématique de prise en main du logiciel. C'est-à-dire qu'on rentre directement dans le vif du sujet et on vous explique tout de A à Z. Le logiciel, oui, certainement que les logiciels, certains sont très bien faits, mais même pas besoin dans ce cas-là d'aller chercher différents types de logiciels. La CNIL met à disposition des supports qui peuvent s'apparenter à des logiciels déjà. Mais j'ai pas validé la question, donc elle ne peut pas être visible. Voilà ce qu'on peut dire. Dans les commerces d'optique, par exemple, comment forme-t-on
les clients des procédures RGPD mises en place. Eh bien ça fait partie effectivement de ce qui sera réalisé lors des registres de traitement. Donc là, c'est l'information au client. Donc tout ça, on vous l'explique au moment de la mise en place. Il y a des moyens. Vous devez informer effectivement les clients de leur droit d'accès, de rectification, de suppression. Même si c'est jamais fait dans la réalité, vous devez en tout cas le prévoir. C'est une obligation de prouver ou faire un suivi de suppression des données plus utile. Une obligation de prouver ou faire un suivi des suppressions. Alors le suivi de suppression, il doit être tenu en réalité par l'entreprise en interne. Par contre, un particulier qui demanderait une suppression de ces données, est-ce qu'il a le moyen est-ce qu'on a une obligation de prouver que c'est difficile à prouver? Par contre, c'est pas tellement dans ce sens-là où il faut le voir. C'est que il faudrait pas qu'une personne ait demandé à ce que ces données aient été supprimées d'un fichier, qu'il y ait une fuite de données et que ces données soient toujours dans ce fichier-là. Voilà, donc c'est à l'entreprise d'être carré par rapport à ce point-là. Et monsieur ou madame Moal, là, c'est la dernière question qu'on a pour le moment. C'est d'abord, il faut consulter le CSE. Oui, de toute façon, maintenant, le CSE, dès qu'il y a plus de 11 personnes, pour tout, doit être consulté, hein, que ce soit en sécurité, santé au travail, au niveau RGPD. Évidemment, le CSE a un droit de regard sur tout ce qui se passe. Y a-t-il une obligation de provenance? On a vu. Écoutez, je pense qu'on a... Après, de toute façon, Didier, je crois que ce que vous allez dire pour terminer, c'est-à-dire qu'en fait, on doit recontacter toutes les entreprises ou les entreprises peuvent nous contacter s'il y a des questions particulières auxquelles on n'a pas pu répondre et qui leur sont propres. Ça fera l'occasion effectivement de pouvoir répondre en particulier à chacune d'entre elles, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, je mets le contact là sur le slide. Oui, je pense qu'on a répondu à la majorité des questions, Didier. Donc, on vous remercie pour votre écoute et votre disponibilité. Hein. Donc, de notre côté, bien sûr, nous restons à votre disposition, comme vient de le dire Didier. Hein. Donc, pour tout complément d'information. Donc, n'hésitez pas à nous contacter.